encore une fois à tout le monde, ici c'est David et je vous présente une nouvelle vidéo de cours online confiné d'histoire. Cette fois-ci, je jure que ce sera une vidéo de courte durée, ok? Donc ne vous inquiétez pas et au boulot. Alors, dans la dernière vidéo, nous nous sommes arrêtés justement au début du règne effectif de la reine Isabelle II. À la fin de la régence imposée et forcée d'Espartero, le responsable du gouvernement, la reine régente aussi, ont décidé de approuver, faire passer la reine Isabelle II comme adulte, même si elle n'avait que 13 ans. Mais c'est une manière de finir avec le risque vécu pendant les années Espartero de perdre la régence. Voilà. Il s'agit donc d'un mouvement de stabilité et pour donner une tranquillité au règne de la fille de Farnazate, Isabelle II. Ok, alors cette partie du règne effective elle commence donc l'année 43 à la fin de la régence d'Espartero et elle va avoir lieu jusqu'à l'année 68, moment où il y a une révolution, la Révolution gloriosa de septembre del 68, qui va provoquer l'expulsion de la dynastie des Bourbons en France. Mais cela, on le laisse pour l'avenir. Je vous présente quelles sont les différentes parties qu'on va travailler pendant ces années du règne effectif d'Isabelle II, même si aujourd'hui on va s'arrêter, on va étudier seulement le premier. D'abord, la première période qui s'explique par la montée au pouvoir de la partie modérée, voire conservatrice, autoritaire, de tous ces libéraux qui étaient proches du gouvernement de Maria Cristina à son époque. C'est l'époque qu'on appelle la décennie modérée, gouvernée ou dirigée par Narváez, Ramón María Narváez, un militaire proche des idées conservatrices modérées, et la constitution mise en place pour remplacer celle de l'année 37, la constitution de l'année 45. Puis il va y avoir deux ans ce qu'on appelle le biennat progressiste, après une révolte, une révolution qui se passe notamment à Madrid et qui va provoquer la montée au pouvoir des militaires les plus progressistes qui vont essayer de reprendre des mesures libérales. On le verra aussi. Finalement, le gouvernement de l'Union libérale, ce qu'on appellera, on peut dire, le premier parti politique moderne de l'histoire de l'Espagne, l'Union libérale, menée par une partie de ces libéraux progressistes qui ont participé au biennat progressiste entre les années 54 et 56. Et finalement, nous allons aborder les dernières années du règne effectif d'Isabelle II à travers l'idée de la crise qui va petit à petit devenir la clé pour comprendre la fin des Bourbons en Espagne, la première fin des Bourbons en Espagne, parce qu'ils vont revenir plus tard, et l'installation de ce qu'on appelle le sexennat démocratique, où il va y avoir des expérimentations démocratiques très intéressantes, comme par exemple la monarchie constitutionnelle d'un roi italien, Amadeo de Savoia, la proclamation de la Première République, parmi d'autres. Mais bon, on se situe donc dans la première partie, la Constitution de 1845 et les décennies modérées. Bien. La Constitution espagnole de 1845, c'est un document très important pour comprendre la période parce qu'elle garde l'essence de ces libéralismes très réduits, très marqués, très même confinés, si vous me permettez l'expression, par des idéaux assez conservateurs qui s'éloignent de l'idéal libéral, le vrai idéal libéral, si on prend la Constitution de 1812 comme référence. Mais la Constitution espagnole de 1845, celle qui débute la période de la décennie modérée, c'est une constitution qui a été faite à la mesure du parti modéré, qui est dirigé par Ramón María Narváez, un militaire conservateur modéré, autoritaire. Vous allez juger son autoritarisme au fur et à mesure que cette vidéo avance. Elle est donc d'une tendance libérale conservatrice.
ok, donc pas progressiste, on peut dire. En fait, on peut dire que cette constitution, elle est plus proche du statut royal de 1834 que de la constitution de 1837. Je vous rappelle que cette constitution avait été mise en place par des généraux, par des militaires progressistes qui avaient forcé Maria Cristina à faire appel aux libéraux progressistes au pouvoir, à réinstaurer la constitution, la PEPA de 1812, et finalement à la publication d'une autre constitution qui était plus progressiste, bien évidemment, que celle que les lois et les permissions présentes dans les statuts royaux de l'année 34. Mais attention avec cette constitution parce qu'il n'y a pas une vraie reconnaissance de la souveraineté nationale. Donc le pays reste, on peut dire, propriété de la monarchie, de la couronne. Et ce n'est pas les peuples espagnols qui ont le pouvoir de décider, on peut dire. Donc c'est une constitution qui est très loin des idéaux et des principes libéraux. Okay. Quelques mesures concrètes qui sont présentes dans cette constitution, c'est les contrôles de la presse, donc la censure comme manière de gérer les affaires publiques. Quelques mois avant de la publication de cette constitution, il y a la création d'une garde de la Guardia Civile, qui existe encore aujourd'hui. Une Guardia Civile qui a comme objectif de remplacer l'organisation militaire des citoyens et citoyennes populaires, las milicias, et créer un corpus fidèle à l'armée, fidèle à la monarchie, pour assurer les contrôles sociaux et la paix sociale. Donc la Guardia Civile sera un élément de contrôle très important de cette tendance modérée, conservatrice, oppressive parfois, et notamment oppressive en fait, pendant ces années de décennies modérées. Et encore des autres éléments présents dans cette constitution et dans les corpus légaux de la période, c'est par exemple les retours de tous ces biens à l'Église, les retours des biens à l'Église, de tous ces biens que je disais qui avaient été vendus pour développer les désamortissements qu'on a abordés dans les vidéos précédentes. Donc, on présente cette période avec une constitution qui est quand même assez conservatrice, très peu libérale, qui ne reconnaît pas la souveraineté nationale, donc faite à la mesure d'un parti modéré, autoritariste, conservateur, dirigé par Narvaez. Il faut faire référence à cet épisode de l'histoire de France qu'on a déjà travaillé, étudié, parce que c'est vrai que l'année 48 notamment, c'est l'année, ce qu'on appelle le printemps du peuple, et notamment en France, l'influence de la Révolution sera très forte, mais qui sera très peu effective en Espagne en fait, et je vous expliquerai le pourquoi. En France, on proclame la Deuxième République, la Révolution de février l'a réussi, et donc un espoir, un élan de révolution, de transformation va s'installer pas seulement à Paris ou en France, mais partout dans l'Europe. Ce qu'on appelle les printemps du peuple, les printemps du peuple notamment européens. Ces printemps du peuple signifient la fin, on peut dire, de la restauration monarchique absolue, mise en place à la fin des guerres napoléoniennes, lors du Congrès de Vienne, qui a lieu entre l'année 14 et l'année 15 du 19e siècle. Cette fin du système de Vienne représente beaucoup de choses. C'est une période très importante pour l'histoire contemporaine de l'Europe parce que, par exemple, c'est la fin des monarchies absolues, comme je viens de dire, de ces systèmes de monarchie absolue. C'est la proclamation de la bourgeoisie comme le groupe social qui va diriger la société à partir de ces moments-là, mais c'est aussi un moment d'affirmation du prolétariat, de la classe ouvrière, étant donné que la révolution industrielle, c'est une réalité dans la plupart des pays développés de l'Europe, et que, par exemple, le manifeste du Parti communiste sera publié le même année de 1848. Donc il y a déjà une conscience, une affirmation de la lutte des classes, et donc des mouvements révolutionnaires qui vont être nés, pas directement de cette révolution, mais de la suite de toutes les révolutions qui ont lieu en Europe, en commençant par la Révolution française de 1789. Okay. Observez la carte de l'Europe, elle est pleine pendant cette époque-là d'insurrections, de révoltes,
et d'affirmation aussi des identités nationales qui, à travers de la bourgeoisie, réclament l'installation d'un nouveau ordre, pardon, d'un nouveau ordre européen, mondial, dans lequel la bourgeoisie doit prendre la place de l'aristocratie, de la noblesse, de la monarchie absolue pour diriger les pays. Si on se rappelle, par exemple, de l'histoire de France, je pense que c'est clair, comme la révolution est née d'un effort d'une insurrection ouvrière, donc de couches populaires, mais a été finalement dirigée vers le conservadorisme, les contrôles, et finalement, on le sait déjà, termine par la proclamation du Second Empire français et la fin de la République, de la Deuxième République française. Mais bon, ça c'est une référence au contexte européen qui est important pour comprendre l'action de Narvaez pendant ce décennie modéré. Pourquoi je dis ça? Parce que Narvaez va profiter de la réponse à cette révolution pour mener un gouvernement très autoritaire, même autocratique. Okay? Il va par exemple promulguer en 1848 ce qu'on connaît comme le Decreto de los Sospechosos, pour lesquels 2000 personnes qui sont soupçonnées d'être révolutionnaires, si bien il faut savoir que la révolution en Espagne n'arrive pas à se matérialiser parce qu'elle a été complètement réprimée par les gouvernements de Narvaez, mais toutes les personnes qui sont soupçonnées d'être révolutionnaires sont envoyées en Canaries ou à Fernando Po, une île près du Sénégal, en Afrique, qui était sous contrôle espagnol à cette époque-là. Donc, la révolution, le printemps du peuple, est un prétexte pour un gouvernement autoritaire, répressif, mené par Ramón María Narváez et son parti modéré, qui a utilisé bien évidemment la constitution de 1845. Rappelez-vous, je vous ai parlé de la censure, du contrôle social, etc., pour mener à bien son idée d'ordre en contrôlant tous les efforts révolutionnaires ou tous les esprits révolutionnaires qui sont nés en Europe et aussi en Espagne, mais qui ont été fortement réprimés par les forces de l'autorité. C'est une période en fait qui est très bouleversée, comme partout dans l'Europe, en Espagne, mais qui, on peut dire, qui a beaucoup de gouvernements qui vont se succéder entre l'année 44 et l'année 51. On ne tout dira pas tous ces gouvernements, mais donc on peut tirer de cette idée que c'est une période de forte instabilité gouvernementale, mais qui est aussi un mouvement très unifié par rapport à la répression des alternatives. Okay? Et en fait, cette situation de contrôle absolu de l'opposition va finir pour pousser certains militaires et soutenus par une partie importante du peuple espagnol à se soulever l'année 54, étant donné que la situation devient insoutenable. On chante l'hymne de Riego, on se rappelle de général Riego, cet héros qui a forcé Ferran Saté l'année 20 à installer la paix, encore une fois, mais qui a été réprimé par les forces absolutistes françaises, als mille fils de Saint Louis. Et voilà, on chante son hymne, qui est en fait l'hymne de la Deuxième République espagnole, et on proclame une révolte. L'année 54, O'Donnell, Serrano, Ros de Olano, donc des militaires proches des idéaux progressistes, contraires des ennemis, on peut dire, jurés de Narváez, vont faire un pronunciamiento une proclame, ils vont rédiger une proclame, un manifeste, et ils vont faire un pronunciamiento qui fait appel à tous les pays libéraux. Okay? Et dans ces manifestes, qui a été représenté par une révolution qui va avoir lieu en juin et juillet, notamment à Madrid. Observez cette image de la Bicalvarada, je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. C'est une image de la Puerta del Sol, en fait, à Madrid. Et on a fait la révolution et on a forcé la démission de Narváez et l'arrivée au pouvoir des militaires plus libéraux, qui vont mettre en place des mesures et des réformes libérales. Mais je laisse la vidéo ici pour l'instant, ok? Je vous ai promis une vidéo courte et voilà, vous l'avez. Okay? Donc la semaine prochaine, nous allons voir le biennat progressiste et le gouvernement de l'Union libérale, les deux autres partis avant d'arriver à la crise et à la révolution de septembre 1868. Okay? Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et
Je vous dis ciao ciao et à bientôt.